Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a eu des présentations formidables avant moi, jeunes, très techniques. Donc je pense que moi, je vais vous tenir un discours un peu plus généraliste. D'ailleurs, Mohamed Reza est venu me voir tout à l'heure en me disant « T'es le seul qui a les cheveux blancs. Je ne sais pas si tu as encore ta place ici. » Alors, je vais vous raconter un petit peu mon parcours et puis on va rentrer dans des généralités après. Je suis arrivé en France à l'âge de 12 ans. À l'origine, c'était pour le mariage de ma sœur, donc pour les grandes vacances. Et ça m'a tellement plu, la France, à cette époque-là, que j'ai demandé à mes parents, j'ai dit à mes parents que je voulais y rester et faire mes études ici. Ils ont eu la gentillesse d'accepter. Et en fait, quand je suis venu pour ce mariage, c'était les premiers mariages en France. Il y a eu un premier mariage de Anil Sobafis, et 15 jours après, c'était celui de ma sœur. Et pendant ce mariage, il y a un entrepreneur qui a posé sur la table les frais d'1 an de dépenses pour ouvrir une mosquée, pour faire un imam bal. Et c'est comme ça que notre Jamaat a commencé, grâce à un entrepreneur qui a bien voulu financer 1 an de frais. C'est une parenthèse, je reviendrai un peu plus tard. Alors, je suis venu donc à l'âge de 12 ans, j'ai fait mes études au lycée Louis-le-Grand, j'ai passé mon bac là-bas, après j'ai fait une école supérieure de commerce, après l'école supérieure de commerce, je suis allé aux États-Unis, j'ai fait un MBA, donc je suis resté là-bas 1 an et demi à peu près, et après avoir fait mon MBA, je suis revenu en France, et j'ai travaillé dans l'entreprise de mon frère et de mon père. Ils étaient à l'époque grossistes en accessoires de mode, donc dans le Sentier, pour un petit peu informatiser l'entreprise, moderniser. Donc de retour des États-Unis, je suis venu, j'ai tout de suite intégré l'entreprise. Alors à cette époque-là, il y avait une vingtaine de MBA en France par an. Donc c'était très recherché. Je recevais environ 5 à 7 offres d'emploi par semaine, avec des salaires mirobolants. À l'époque, c'était 10 000 euros, 15 000 euros. Aujourd'hui, ça paraît être des cacahuètes, mais c'était énorme à l'époque. Mais bon, j'avais en tête, je ne veux pas être salarié. Il faut que j'entreprenne quelque chose. Et j'ai donc commencé avec mon père. Et dans le cadre de cette période où j'ai travaillé avec lui, ça a duré 8 ou 10 mois, je crois, il a eu un de ses fournisseurs qui était un fabricant de chapeaux. Donc c'était une chapellerie qui lui fournissait depuis qu'il avait ouvert, qui fermait. Et mon père m'a dit, essaie de voir, c'est peut-être intéressant. Alors c'était une époque où le chapeau avait complètement disparu, avec l'arrivée des automobiles, etc. Avant, c'était très à la mode, ensuite ça a disparu, et là il y avait un petit frémissement. Il y avait un retour parce que c'était une clientèle plus jeune qui portait ça. Donc je suis allé voir, je suis resté dans cette entreprise plusieurs semaines, discuter avec le patron, et à cette époque-là, il y avait beaucoup de chapelleries en région parisienne et en France. Mais tous les chapeliers avaient au minimum plus de 70, voire 75 ans. Alors, en même temps, c'était l'année où je me suis marié, et j'ai pris la décision de racheter. Donc, j'ai monté un business plan que j'ai donné à la banque. Mon père m'a aidé un petit peu financièrement, ma banque m'a accordé un prêt, et j'ai racheté l'entreprise, à la condition que j'ai faite avec le vendeur de m'apprendre à fabriquer le chapeau et d'apprendre à ma femme à coudre le chapeau. Donc on a commencé à 0. Salariés, on n'était que 2, moi et ma femme, et nous ne touchions pas de salaire. Donc c'était vraiment au ras des pâquerettes. J'ai demandé le minimum à mon père, j'ai emprunté un minimum aussi, et on a commencé comme cela. Donc le vendeur nous a formés pendant 2 ou 3 mois, je ne me souviens plus. Donc moi j'ai appris à former un chapeau, et si vous avez l'occasion de voir sur YouTube ou sur Google comment ça se fait, vous allez voir, c'est un travail très difficile. Et justement, ces chapeliers revendaient leur entreprise parce que, tout simplement, les enfants ne voulaient pas prendre la suite. Et ma femme a appris à coudre. Et on a commencé à faire notre première collection à 2. Donc, on fabriquait.
on préparait les collections, ensuite on allait voir les clients, on prenait les commandes, on revenait, on produisait, on chargeait dans le camion, on livrait, on faisait ça, tout ça à deux. Heureusement, ça n'a pas duré très longtemps, on a commencé à embaucher, mais on a eu un excellent accueil, tout simplement parce que, voilà, un marché où les acteurs ont plus de 70 ans, donc classique du classique. Nous, on est venu avec une collection avec des clous, des lanières, des choses vraiment extravagantes et qui collaient aux tendances de la mode. Donc on a eu un très très bon accueil et ça a vite démarré. Mais bon, c'était pas notre métier. Moi j'étais voué à autre chose. Je suis rentré là-dedans, donc on a livré des choses qui étaient invendables. Mais encore, fort heureusement, on avait un des acteurs dedans, qui est actuellement le maire du 3e, qui m'a fait asseoir dans son bureau. Il m'a convoqué une fois que je l'avais livré. Moi, je suis allé en tremblant, je me suis dit, il va tout me rendre, et moi, je pourrais tout simplement fermer la boîte parce que c'était ma plus grosse commande. Il m'a dit, asseyez-vous, monsieur Irici, avec un gros cigare comme ça. Et je lui ai dit, oui, qu'est-ce qu'il y a? Il a dit, mais vous avez vu la gueule de vos chapeaux? Je lui ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Donc, il a appelé sa vendeuse, pris un chapeau, posé sur sa tête, il était complètement flasque, il m'a dit, vous voulez que je vende ça? J'ai dit, non. Donc, il m'a dit, reprenez tout. Et il m'a dit, moi je suis un ancien chapelier, je vais vous apprendre comment il faut faire. Donc il m'a appris, il m'a dit, faites ça, vous décousez, vous réapprêtez, vous reformez, et puis bon. Et avec le temps, on a appris, et on a amélioré les choses, et ça a pris de l'ampleur. Donc on s'adressait d'abord aux détaillants, puis on s'est tourné vers les grands magasins, comme les galeries de printemps, ça passait. Et après on s'est tourné vers les centrales d'achat. Là ça ne passait plus. Production France, vous connaissez le coût de la main d'œuvre, le coût des charges, les modèles plaisaient énormément, mais les prix ne passaient pas. Donc je me suis tourné à cette époque-là vers l'Asie, et je suis allé en Chine, à une époque où personne n'allait en Chine. Je pense que même notre communauté Khoja de Madagascar, à cette époque-là, n'allait pas encore en Chine. Donc je suis allé en Chine, j'allais entre 3 et 5 fois par an, et on a monté un partenariat là-bas. Donc on a commencé à importer d'Asie tout en produisant les modèles ici. Donc en fait tout le style, la partie création était en France et la production était en Asie. Et là les prix passaient auprès des centrales. Donc petit à petit l'affaire a grossi et on a commencé à embaucher en production, en commercial, et on a atteint une période où on fabriquait quand même encore beaucoup en France. Donc en production on avait pas mal de personnes. Aujourd'hui ce n'est pas le cas parce qu'on ne produit plus beaucoup. Mais on est arrivé à un équilibre entre la France et l'import qui était, disons, de 25-75%. Et cette entrée dans les centrales, je pense qu'il y a des gens qui connaissent comment ça se passe, c'est très difficile. Les contraintes sont énormes, mais avec le temps, j'ai 25 ans de carrière derrière moi, alhamdoulilah, aujourd'hui, on travaille avec 80% des chaînes de magasins. Quand vous rentrez dans un centre commercial que vous voyez tous les noms, 80% d'entre eux, on leur fournit, pas de manière régulière, pas toute la collection, une partie de la collection, mais ce sont nos clients. On travaille avec toute la VPC, avec tous les grands magasins et avec la grande distribution. À l'heure actuelle, donc, on essaie de développer différemment. J'ai un personnel qui est exceptionnel, et ça c'est, je remercierai jamais le bon Dieu, et Azad aussi qui m'en a fourni. Donc j'ai un excellent personnel qui travaille parfaitement bien, et ça me permet de me détacher. Donc de me détacher et de créer autre chose. On a notre propre marque. Mon fils nous a rejoint il y a 1 an à peu près, et il s'occupe justement de développer cette marque. Et nous sommes donc un acteur actuellement connu et reconnu, pas seulement en France, mais en Europe, et même dans beaucoup d'autres pays dans le monde, je pense. Alors, parallèlement à cela, ce que je voudrais vous dire, c'est que l'entrepreneuriat, comme le dit le titre de mon thème, c'est dans notre ADN. Nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents ont été entrepreneurs. Malheureusement,
Actuellement, on vit dans un pays où le salariat est la solution de facilité. On est à 35 heures, 5 semaines de congés payés, mutuelle, prévoyance, 13e mois, un salaire qui tombe régulièrement tous les mois. On rentre dans une routine qui, à mon sens, est néfaste. C'est vrai, ça nous laisse le temps de nous occuper de nos enfants, de notre femme, même de notre belle-mère, mais je pense qu'on a mieux à faire. La vie de famille, s'occuper de ses enfants, est essentiel. Je vais vous donner mon exemple. Quand on veut quelque chose, on peut. Ça, il faut se le mettre dans la tête. Quand on doit travailler avec un banquier, c'est très facile. Il faut juste être un tout petit peu plus intelligent que lui. Non, sérieusement, je vous dis sérieusement. Il faut juste être plus intelligent que lui. Ceux qui ont fait les MBTI savent, vous l'analysez en 10 minutes, et vous voyez ses points faibles, et votre dossier, vous le présentez de la manière qu'il faut pour qu'il l'absorbe complètement, et qu'il essaie de convaincre tout son staff pour qu'il vous finance. De la même manière, je pense que quand on veut, on peut. Moi, quand j'ai commencé à travailler, je ne voulais pas louer. Je me suis marié, je me suis dit, je ne veux pas jeter 1000 euros ou 2000 euros par mois en loyer. Je veux acheter. J'ai vécu 5 ans avec mes parents. Bon, là, c'est un problème interne de couple. Ma femme me dit 7, moi je dis 5, je crois que c'était 5. Donc j'ai vécu 5 ans avec mes parents, j'ai mis beaucoup d'argent de côté et j'ai tout de suite acheté. Et j'ai acheté en fonction de la vie de famille que je voulais construire. Donc j'avais pas encore d'enfant, j'ai eu mon premier enfant après 6 ans parce qu'il fallait que je monte ma boîte. Donc j'ai acheté un terrain avec une villa et avec tous mes bureaux et mes locaux derrière. Donc mes enfants n'ont jamais mangé à la cantine. Je suis toujours allé les chercher à 11h30, les déposer à 8h30, les redéposer à 1h30, les chercher à 4h30, soit moi, soit ma femme. Ils ont toujours mangé à la maison et on a toujours essayé de les entourer. Comme il faut. Enfin, on a essayé. J'espère qu'on a réussi. C'est eux qui vous le diront mieux que moi, mais quand on veut, on peut. Je pense que même en étant en France, et ce n'est pas une histoire de moyens, il a fallu pour acheter et convaincre le banquier, on a essayé de le convaincre, il a été convaincu. Alors que je commençais à démarrer mon entreprise. Il faut que notre communauté, en France, réfléchisse sérieusement à ce problème de l'entrepreneuriat. Regardez la communauté Hora. Aujourd'hui, 90% des drogueries appartiennent au Hora. Il y a 350 drogueries, 300 ou 350 en région parisienne, toutes tenues par des Hora. Donc ça veut dire qu'il y a 300 ou 350 entrepreneurs Hora. Chez nous, il y en a combien? Les doigts de deux mains. Bon, un petit peu plus peut-être, mais des entrepreneurs, comparativement au rural, on est très loin. Je pense qu'on a un retard qu'on doit rattraper. Nos centres, celui-là, celui de Bagneux, ont été construits grâce à une aide massive d'entrepreneurs. Imaginez qu'ils n'aient pas été là. Ils venaient de Madagascar, des 4 coins du monde, mais ce sont les entrepreneurs qui ont financé ça. Nous, on a tous mis la main à la poche. Mais quoi? Des petites sommes. Les entrepreneurs ont été là pour mettre le paquet, pour nous donner un tremplin pour qu'on puisse aller de l'avant. Donc il faut que vous, jeunes, maintenant, preniez le pas. Il faut oser, il faut risquer, et il faut y aller. Il n'y a pas de raison d'échouer. On a ça dans nos veines, ça circule partout. On a cette fibre, et vous hésitez encore. S'il vous plaît, ne rentrez pas dans ce confort du salariat où vous ferez vos 35 heures. Je ne veux pas critiquer ça. Il y a des métiers extrêmement intéressants, enrichissants, nécessaires pour notre communauté et pour nous-mêmes, tout en étant salarié. Mais on peut être salarié et entrepreneur. Il faut arriver à un stade dans notre poste où on est décisionnaire, où on est maître de soi. C'est mon objectif avec Ambrina qui est avec nous. Je pense que... Ça fait combien de temps? 3?
répond, est-ce que tu te sens responsable dans cette entreprise? Mon objectif est de tout lui laisser et de la laisser gérer pour faire autre chose, pour pouvoir embaucher encore plus de monde. Donc si vous êtes salarié et que vous êtes maître chez vous, et que vous sentez que cette boîte est la vôtre, oui, c'est un épanouissement indéniable. Mais c'est à ce stade-là qu'il faut arriver. Aujourd'hui, juste une parenthèse, la communauté musulmane en France, regardez dans quel état elle est. Je ne parle pas de nous, je parle des musulmans en général. Dans quel état elle est? Et la raison, c'est quoi? Il n'y a aucune puissance économique, aucune puissance financière, aucune puissance politique, aucune puissance sociale, et limite aucune puissance morale due au manque de scolarisation. On a besoin de monter socialement, économiquement, politiquement. Il faut qu'il y en ait entre vous des gens qui s'investissent dans la politique. Quelle est notre présence? Quelle est la présence des musulmans dans les médias? Elle est nulle. Ce n'est pas le cas dans tous les pays. Il faut prendre les rênes de secteurs d'activité de ce pays, qui est notre pays, pour faire avancer les choses dans le bon sens. C'est un devoir pour moi. Et pour arriver à cela, il est évident qu'essayer de faire les études les plus poussées possibles. Ça, c'est un tremplin qui va vous aider comme rien d'autre ne va vous aider. On n'est pas à Madagascar où ce sont les opportunités, la famille ou les amis qui vont vous financer pour que vous ayez de la marchandise, que vous puissiez la vendre et démultiplier le chiffre d'affaires. Ce n'est pas le cas. Ici, on travaille à armes égales avec nos concurrents, avec toute la société qui nous entoure. Donc il faut avoir l'intelligence suffisante pour trouver le bon filon et pour s'en sortir. Je pense que les points essentiels pour pouvoir y arriver sont d'abord un travail acharné. Au départ, le tableau que tu avais fait était excellent. Mais je pense que les personnes qui sont, comment tu les appelais, self-employed, l'objectif est d'investir dans les deux cases de droite pour qu'effectivement les revenus rentrent et qu'on puisse nous créer d'autres entreprises self-employed. C'est ça l'objectif qu'il faut avoir. Et pour arriver à ça, à chaque lancement d'activité, il y a un travail qu'on fait qui est énorme. Moi, je me souviens, et je ne remercierai jamais assez ma femme pour cela, on a travaillé à deux, ensemble, on a vécu chez mes parents, on a commencé à avoir des enfants. Mon fils, on l'emmenait jusqu'à ce qu'il soit scolarisé en crèche, ou en maternelle, pardon, pas en crèche, en maternelle, on l'emmenait sur notre lieu de travail, j'avais aménagé une pièce pour lui, le soir à 19h on rentrait à la maison, on le nourrissait, on mangeait, on dînait tous, on le couchait et on repartait au travail. Pour rentrer à minuit, 1h du matin, pour repartir le lendemain à 7h. Donc c'est un énorme travail qui a été fait et dont on récolte les fruits aujourd'hui. Donc travail acharné, il faut être passionné. Sans ça, c'est compliqué. Il faut aimer son travail, il faut être passionné, il faut avoir une vision, comme l'a dit Hasnel. Il faut avoir une vision, mais en même temps, se fixer des objectifs atteignables. Parce que sinon, eh bien, on baisse les bras très vite. Si on se fixe des objectifs qu'on ne peut pas atteindre, eh bien, les déceptions sont énormes. Donc, une vision qui soit quasi inatteignable, mais des objectifs atteignables. Et il faut partager le travail. J'ai écouté une vidéo de Mohamed Reza qui est excellente. Et je vous conseille vivement à l'écouter. Il faut partager le travail, c'est-à-dire déléguer. Savoir déléguer, savoir partager. Mon entreprise, quand elle fait des bénéfices, la première chose que je fais, c'est de distribuer à mes salariés. Ensuite, je me sers bien, ne vous inquiétez pas, mais je distribue d'abord. Donc il faut partager, il faut s'associer pour que l'autre aussi gagne de nos connaissances et que nous on gagne de ses connaissances. Il faut avoir de la rigueur,
de la persévérance et surtout garder en ligne de mire nos valeurs. On a tous reçu, on a été inculqués et on a accepté, je pense, certaines valeurs qui sont liées à nos origines, à notre héritage, à notre religion. Ces valeurs, il ne faut à aucun moment les oublier. Et les autres ont dit qu'ils n'ont pas la recette miracle. Moi, je vais vous le donner. J'ai une recette miracle. Créez votre entreprise, appliquez ces points-là. Moi, je vous garantis que ça va marcher. Jusqu'à une certaine hauteur, je vais vous payer votre perte, si vous ratez, et si vous appliquez ça. Honnêtement, je vous le dis. Un, c'est l'honnêteté. Si vous n'êtes pas honnête, c'est même pas la peine d'entreprendre. L'honnêteté, la droiture, il faut être droit dans ses bottes, juste avec son personnel, demander à faire les choses dont on a besoin et par lesquelles eux aussi s'épanouissent. Il faut être transparent avec ses partenaires, avec ses associés, avec ses collègues de travail. Et le quatrième point le plus important, dès le premier centime, payer le compte. Ça, moi je vous le garantis. Avec ça, si vous n'arrivez pas à réussir, c'est qu'il y a un vrai problème. Je vous garantis qu'en appliquant ça, vous y arriverez. Et le PUMS a un boycott inimaginable. Appliquez ces 4 points, allez-y, foncez. Et dans ce cadre-là, je vais transmettre un message au Jamaat, à Azad et à Azim. Moi, je pense qu'on a dans notre communauté des gens aisés, des professionnels, des dentistes, des pharmaciens, des médecins, qui sont déjà bien établis depuis des vingtaines d'années et qui ont de l'argent, qui sont riches. Il faut mettre en place des équipes de business angels chez nous, pour que quand il y a un projet chez les jeunes, eh bien on peut faire appel à cette mine d'or qu'on a chez nous, qui va financer ces jeunes. Et moi je pense, je peux me tromper, mais je suis à peu près sûr qu'ils seront OK, ils seront d'accord pour financer. Parce que ce sont des gens qui sont accomplis, ils ont fait leur vie, ils ont les moyens, et ils ont des moyens à investir. Vous pensez qu'ils vont aller investir à la banque où Félix va donner moins d'1% par an? Non. Amenez un projet. Nos professionnels vont investir. Donc, au sein des Jamaat, il faut créer des entités complètement indépendantes des Jamaat. On ne veut pas que ce soit politisé, mais des entités, des regroupements d'hommes d'affaires ou de professionnels qui seraient prêts à financer les projets que nous amènent nos jeunes. Et là, vous allez voir comment notre communauté pourra avancer. Je pense que j'ai fait le tour. Il y a une chose que je vais vous dire dès à présent, parce que je suis sûr que si vous allez entreprendre, vous allez réussir, c'est que le jour où vous gagnez de l'argent, il faut le redistribuer. Avant de créer quoi que ce soit, il faut avoir l'âme d'un philanthrope. Il faut être philanthrope au plus profond de soi-même. C'est-à-dire gagner pour partager. Que ce soit de l'argent, que ce soit du temps, que ce soit du conseil, que ce soit servir dans notre Jamaat. Soyez philanthrope. Aidez non seulement votre communauté, mais votre ville où vous habitez, votre région, votre pays. Aujourd'hui, je suis à Champigny. De quoi a besoin de Champigny? Que je mette de l'argent, pas forcément à fond perdu, peut-être un investissement, mais c'est un devoir civique, humain, de faire cela. Quand on a, effectivement, nous on va tout de suite penser à aider les orphelins d'Irak, le tremblement de terre en Iran. Oui, c'est un devoir. Oui, il faut le faire. Mais on a un devoir là où on est. Cette terre est la nôtre. C'est ici que nous travaillons. C'est d'ici que nous retirons nos ressources. Nous avons un devoir vis-à-vis de ce pays. Nous avons un devoir vis-à-vis des gens qui nous entourent. Donc soyez philanthropes.
sachez donner ce que vous avez, mais partagez-le. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Je suis désolé, j'ai peut-être été un petit peu long. Oui? Non? 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 Bon, on va pas toucher à la frite. Il y a des questions? Non, ce sera à la fin les questions. Ah, pardon. Merci. À présent, je vais appeler notre invité central spécialement venu de la Réunion, Mohamed Reza Mouadali, pour sa présentation intitulée Entreprendre, créer et innover, partageons nos expériences. Selon Allah Muhammad wa Ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa Ali Muhammad. Wa Muhammad wa Ali Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa Ali Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Vous avez la traduction devant vous, mais je demanderai à frère Soudjad, nous sommes dans notre pays, en France, et donc je voudrais que tu fasses la traduction de ces 4 ayats en français, s'il te plaît, et je t'envoie le micro. Moïse dit, Seigneur, ouvre-moi ma poterie et facilite ma mission. Aidez-nous un nœud en ma langue, afin qu'ils comprennent les paroles. Merci. Tout d'abord, je voudrais remercier donc les 2 Jamaat de Paris Nord et Paris Sud, pour cette initiative, en particulier le président Azad Hedarali qui est là. Je voudrais aussi remercier le comité des jeunes qui a été à l'initiative de cette journée entrepreneuriale, en particulier Amrina et Soudjad qui ont eu à me supporter pour l'organisation. Et je suis honoré, je suis fier de donner cette conférence devant mes sœurs et mes frères. J'ai eu l'occasion de donner des conférences à l'extérieur, mais là c'est une vraie fierté. C'est la première fois que j'ai l'occasion de parler d'un sujet qui est l'entrepreneuriat avec vous. Il y a un second paramètre qui est important, et j'ai vu ça dans les présentations qu'il y a à Paris. On parle souvent de copyright, on ne peut pas dupliquer, etc. Il n'y a pas de copyright. Je vais vous parler de ma vie, donc ça sera compliqué de faire la même, ça c'est sûr. Par contre, vous pouvez prendre des notes, faire des photos, tweeter, je ne sais pas si vous avez Facebook, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, il n'y a pas de souci, il n'y a aucun copyright. Cette présentation, vous pouvez la voir après si vous le souhaitez. Troisième paramètre important, lorsque j'anime une conférence, déjà, j'ai besoin de votre énergie. Alors, je sais qu'on ne peut pas applaudir a priori ici, donc c'est pas dans nos habitudes, mais j'ai vraiment besoin de votre énergie parce qu'une conférence, c'est un échange, d'accord, entre vous et moi. Et dans cette conférence, alors là, on ne le lit pas bien, mais je vais vous demander d'avoir un regard bienveillant envers moi et envers vous tous. Ça, c'est un premier paramètre. Le deuxième paramètre, c'est qu'on doit avoir des échanges constructifs. Et le troisième paramètre pour moi, c'est qu'on ait un moment instructif. D'accord ? L'idée, c'est que chacun sorte d'ici avec quelque chose de plus avant que vous soyez arrivés.